Après avoir travaillé plus de 20 ans dans l'informatique et le secteur des nouvelles technologies, il décide de se tourner vers les sujets d'innovation sociale. Il crée alors Emmaüs Défi avec Charles-Édouard Vincent et il en assurera la présidence pendant 7 ans. Puis en 2013, il fonde Emmaüs Connect, une association du mouvement Emmaüs qu'il va diriger jusqu'en 2020. L'objectif de cette association est de lutter contre l'exclusion numérique des personnes les plus précaires. En 2015, il crée une seconde association, WeTechCare, dont il est aujourd'hui directeur. WeTechCare accompagne les opérateurs de services dématérialisés et les collectivités locales dans leur stratégie d'inclusion numérique. Elle développe pour les publics en précarité sociale et numérique des plateformes pédagogiques au service de leur apprentissage numérique et de leur parcours d'insertion. J'ai la chance de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient une personnalité vraiment engagée. Jean Dédier, bonjour. Bonjour Claire. Alors Jean, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est né ton caractère engagé ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi, qui a guidé ton parcours, ou est-ce que c'est venu avec le temps ? En fait, les deux. Je pense que j'avais un naturel un peu rebelle. J'avais soif de justice déjà très jeune. Ouais. Voilà, ça sans aucun doute. Puis ensuite, un environnement familial, un bon héritage. Voilà, j'avais des parents engagés dans des associations, ou même voire très engagés. Je me souviens que mon père, alors qu'on était 5 enfants, il était très occupé. Il faisait encore des gardes dans des foyers d'hébergement d'urgence. Et je le voyais arriver un peu décoiffé le matin avec un grand sourire. J'avais ça en mémoire. Puis après, surtout des formidables rencontres. Charles-Édouard Vincent, avec qui on a créé Emmaüs Défi, qui a été voilà, pour moi oui, une forme de révélateur. Et puis des gens comme Martin Hirsch, ou même les dirigeants du Mondamus qui sont, en fait, qui vous emportent par leur générosité et aussi leur intelligence humaine. Donc tu as baigné dedans et puis ça s'est renforcé avec Ça le s'est renforcé temps. et ça se renforce tous les jours. En fait, c'est chaque jour, je me dis, enfin, je me le dis même pas, mais chaque jour, je me dis que je pourrais arrêter. Et chaque jour, je continue parce que ça me plaît. Et le passage du coup du privé vers le monde associatif, il s'est fait de manière naturelle pour toi ? Il s'est fait tout en douceur. Ouais. Donc, il y a eu cet engagement bénévole. Alors, c'était, le mot douceur est un peu exagéré, c'est plus pour marquer le temps long. Parce qu'il y avait très vite, il y a eu beaucoup de travail, parce qu'il avait fallu sortir de terre ce beau projet qu'est Emmaüs Défi. Mais je faisais ça en tant que bénévole. J'avais une activité à l'époque, comme tu le rappelais, dans le monde de la tech. Voilà. Et progressivement, en fait, oui, ce secteur, les causes, les gens rencontrés m'ont enthousiasmé. Et quand j'ai créé Emmaüs Connect, je travaillais à mi-temps pour Emmaüs Connect et j'avais encore une activité de consulting, donc tu vois, un passage progressif. Puis après 2 ans, sans beaucoup hésiter, je me suis engagé à plein temps et je ne le regrette pas du tout. Et donc tu as commencé par Emmaüs Défi. Tu peux rappeler peut-être à nos auditeurs, à nos auditrices ce que c'est Emmaüs Défi ? Alors Emmaüs Défi, c'est une structure qui est née à l'époque où les tentes se sont démultipliées sur le canal Saint-Martin. C'était d'ailleurs devant le siège d'Emmaüs et à l'époque donc est né ce besoin d'aller soutenir des gens dans une extrême précarité et dans des masses qu'on n'avait pas connues jusque-là. Et donc on a créé un chantier d'insertion, voilà, qui par l'emploi, mais en travaillant sur toutes les fragilités, c'est-à-dire la santé, l'hébergement, les papiers, voilà, propose un sas quelque part de remise en condition pour avoir une vie décente avec un pécule. Voilà. Et en gros, ça passe par des maraudes, voilà, ou dans des foyers d'hébergement d'urgence. Alors, on ramène les gens progressivement avec leur travailleur social. Ils font quelques heures et ensuite on les ramène progressivement vers des parcours d'emploi à plein temps. Et après Emmaüs Défi, du coup, il y a eu Emmaüs Connect. Voilà. Autre aventure. Oui, alors en fait, Emmaüs Connect est né d'un constat et même d'un projet qui a été initié chez Emmaüs Défi. C'est que tous nos salariés en insertion, y compris les plus précaires, avaient un téléphone. Voilà, ils étaient prêts à ne plus manger pour pouvoir garder ce lien. À l'époque, on appelait ça la dernière adresse. Voilà, et ils achetaient leur unité téléphonique dans des bars, tabac, dans des coûts qui allaient de 10 à 50 fois celles pratiquées par vous et moi qui évidemment avons des abonnements. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On est allé voir des opérateurs et ça a été la rencontre avec SFR. Voilà, qui nous a fourni des connexions. On a d'abord monté ce programme en interne.
puis très tôt, sans être un grand oracle, on s'est dit que là, on est face à un sujet qui va se densifier. C'est comme ça qu'est née l'idée d'Emmaüs Connect, c'est de pouvoir équiper et accompagner des publics très fragiles socialement sur l'usage du téléphone et progressivement l'usage ou les usages du numérique. Et est-ce que tout au long de ces années, du coup, tu as vraiment vu une évolution concernant ce sujet de l'inclusion numérique ou de l'exclusion numérique plutôt ? Oui, il y a eu plusieurs époques en fait. Il y a eu une époque avant la dématérialisation des services publics où sur des usages numériques du quotidien, il fallait chercher les gens, il fallait leur faire comprendre. Voilà, c'est à chaque personne qui rentrait d'ailleurs dans nos lieux d'accueil, c'était presque une célébration pour nous parce qu'on les avait convaincus. Voilà. Et puis est arrivée la dématérialisation des services publics. En l'occurrence, c'était une allocation de la CAF qui était la prime d'activité et l'inscription et l'actualisation de ses droits chez Pôle emploi. Et là, du jour au lendemain, ça a basculé sur un sujet massif avec des gens qui cherchaient partout des recours pour pouvoir soit se faire aider, soit développer leur autonomie. Et à ce moment-là, il a fallu effectivement, entre guillemets, industrialiser. Et chez Emmaüs Connect, c'était donc créer des lieux en lien avec des collectivités territoriales. Donc on a fait ça à Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, Lille, Strasbourg, Bordeaux. Puis aujourd'hui, et puis après, ça s'est fait hors les murs, puisqu'on l'a fait dans d'autres organisations. Et là, l'idée, c'était à la fois fournir une connexion, un équipement recyclé ou deuxièmement, et puis aider les gens dans leurs premiers usages. Et très souvent, ces premiers usages, c'était de l'accès aux droits. Alors ensuite, après Emmaüs Connect, tu as créé WeTakeCare. Pourquoi c'était nécessaire de créer WeTakeCare en complément d'Emmaüs Connect ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on parle d'usage numérique ou de renforcement d'usage numérique, ça s'adresse quasiment à tout le monde. Donc il n'y avait plus que des gens en grande précarité sociale, ça s'adressait à tout le monde. Je vais donner un exemple. Voilà, la e-parentalité ou la cybersécurité sont des sujets qui traversent, on va dire, toutes les couches sociales et qui concernent beaucoup plus de gens que des gens précaires, même si évidemment ça reste une priorité. Et ça reste d'ailleurs une priorité chez WeTakeCare, des publics fragiles. Alors, ensuite, une deuxième raison, c'était la conviction que la technologie, en fait, pouvait à la fois vraiment améliorer l'accompagnement social. Et c'est pour ça que la mission de WeTakeCare, elle se définit comme le numérique au service du progrès social. Et c'est effectivement à la fois pour les publics accompagnés, voilà, au sens très large du terme, parce que dans ces guichets, il y a des mairies, notamment dans des territoires ruraux. Et puis également faciliter ce qu'on appelle la transition numérique des organisations sociales, c'est-à-dire en gros leur mettre à disposition ces outils numériques qui permettent de démultiplier les liens, de personnaliser des programmes, d'en développer de nouveaux, et souvent à des coûts qui sont extrêmement intéressants. Voilà, mais pour y arriver, il faut des compétences, il faut un peu d'argent, et c'est là où WeTakeCare intervient. Et donc tu nous parles des collectivités locales, tu nous parlais de SFR aussi. C'est un chantier que vous menez à plusieurs, de concert, j'allais dire, le monde associatif, le monde politique et le monde de l'entreprise. Oui, alors c'est à la fois une complexité et une richesse. C'est qu'on a un écosystème, comme on dit, qui est extrêmement vaste. À la base, il y a des politiques publiques qui sont très souvent européennes, voilà, donc qui se déclinent dans des programmes européens, souvent relayés d'ailleurs par les régions. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui se passe dans les ministères et leurs organisations étendues. Voilà, je donne un exemple de projet. C'était comment on peut définir un programme qui garantisse quelque part aux 125 000 salariés en insertion en France, voilà, de sortir de leur parcours avec l'acquisition des compétences numériques de base. Donc, on a été mandaté pour définir ce programme, faciliter les capacités d'accompagnement au sein de ce qu'on appelle les SIAE ou les entreprises d'insertion. Voilà. Et puis ensuite, il y a effectivement la collectivité territoriale et l'élu de proximité. Il est là pour en proximité, donc il est quasiment dérangé. En fait, on va frapper à sa porte et très souvent, on frappe à sa porte pour dire mais voilà, je suis bloqué sur mon accès aux droits, je ne sais pas comment faire, ou alors dans ma recherche d'emploi ou dans mon employabilité. Et le numérique est très vite, on va dire, à la fois l'accélérateur, mais aussi l'empêchement d'eux. Et donc, les collectivités se saisissent très largement de ce sujet-là, que ce soit d'ailleurs à l'échelle de villes ou agglo, métropoles, mais aussi très souvent les départements qui portent l'action sociale. Et là, l'idée, c'est de les accompagner
à développer une offre de proximité, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des guichets sociaux, voilà, depuis la petite association de quartier, les grands réseaux de lutte contre l'exclusion, effectivement, les mairies où les gens viennent chercher ou accèdent à des services, en particulier évidemment des services publics, voilà, des bibliothèques, en fait, tous ces guichets qu'il faut mobiliser. Et pour ça, donc, il y a un travail d'essayer de trouver le sens, voilà, d'analyser leurs besoins. Et puis ensuite, il faut les outiller, les mettre en capacité, les former et derrière animer ces communautés d'acteurs. Et d'ailleurs, très souvent, c'est les faire collaborer. C'est un exemple, c'est une caisse d'allocation familiale, voilà, qui va orienter vers une association de toute nature ou un établissement public numérique, comme on les appelle, voilà, pour que son allocataire soit accompagné dans la durée vers l'autonomie numérique, parce qu'ils n'ont pas toujours cette capacité, même s'ils le font très souvent eux-mêmes. Et comment se fait le contact, en fait, soit avec les collectivités locales, soit avec les établissements publics? C'est eux qui viennent à vous ou c'est l'inverse? Alors, il y a eu des stratagèmes. À la base, on a même développé un média qui s'appelle les cahiers de l'inclusion numérique. C'est-à-dire qu'on a essayé d'expliciter voilà, qu'est-ce que c'était que cette fracture numérique, qui elle concernait, quels étaient les freins à lever. Puis on a aussi donné quelques clés, quelque part, pour pouvoir, à l'échelle locale, trouver des solutions pour rapidement aider les gens qui étaient dans un besoin quasi immédiat. Donc ça a été à la base pour, quand il a fallu faire du recrutement, quelque part, en tout cas d'aller chercher la mobilisation des élus. Et puis, progressivement, en fait, il y a une forme de marché qui s'est structuré. Et aujourd'hui, je pense que 2 départements sur 3 ont mis en place des appels à projets pour les aider justement à structurer ces stratégies d'inclusion numérique à l'échelle du territoire. Il en va de même des grandes métropoles. Et notre enjeu, là, c'est que cette réalité, elle est aussi vraie à l'échelle des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un consultant. Voilà. Et donc là, notre travail, c'est essayer de leur apporter de manière collective l'ensemble des outils accessibles gratuitement. Oui, j'allais demander si c'était gratuit. Et quelque part, pouvoir leur donner des capacités. Alors, on peut faire quelques heures qui vont être payantes, mais là, c'est plus du coaching. C'est-à-dire on vient les coacher, mais quelque part, on leur donne toute la matière, voilà, et les formations par un canal numérique, donc en ligne, pour qu'ils puissent, avec le chef de projet en question, développer leur stratégie d'inclusion numérique à l'échelle des petites communes. Et c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Et puisque c'est en ligne, on est d'accord que ça se fait sur l'ensemble du territoire? Alors, on opère effectivement sur tout le territoire. On a eu aussi la chance d'intervenir en dehors de la métropole, en Guadeloupe et à Mayotte. D'accord. Et est-ce que ces problématiques de l'inclusion numérique, là on a parlé d'Emmaüs Connect, de We Take Care, tu les observes à l'identique dans les autres pays? Je crois que vous êtes implanté en Belgique. Oui, je ne fais pas d'erreur. Depuis quelques années, on est en Belgique et depuis cette année, on a créé We Take Care aussi en Suisse. Oui, il y a une forme d'équivalence sur les enjeux d'autonomie des citoyens européens. La France n'est pas en retard? On parle souvent du chiffre de 14 millions de personnes qui sont exclues du numérique. C'est quand même colossal. Ouais, alors, ce qui est singulier, c'est qu'il y a des stratégies différentes en fait, dans la dématérialisation des services publics. Même s'il y a une directive européenne qui fait que tout pays doit proposer un accès à ces services via le numérique. Voilà, mais ça s'est fait plus ou moins rapidement. En France, ça a été, on peut dire, plutôt très rapide. Voilà, l'Angleterre a été encore plus rapide. Voilà, puis il y a des pays où ça se fait de manière beaucoup plus progressive. Donc, le besoin est presque le même, mais il est moins saisissable. Voilà, ça a été le temps, quelque part, et c'est peut-être ça, s'il fallait refaire les choses, peut-être qu'il aurait fallu prendre un peu plus de temps pour organiser cette dématérialisation des services publics. Alors, on va entrer, on va dire, dans le vif du sujet et parler des programmes que vous développez. Avec We Take Care, vous formez les aidants numériques grâce à la plateforme Les Bons Clics, qui a été lauréate du plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté de France Relance en 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça marche, Les Bons Clics, et quel est le bilan depuis que ça a été lancé? Alors, Les Bons Clics, c'est une plateforme qui a, on va dire, 2 grandes natures de fonctions.
il y a d'abord un centre de ressources pédagogiques. Donc, on a développé, dans un premier temps, des contenus sur comment développer ses compétences numériques de base. C'est comment aider quelqu'un à découvrir une souris, un OS. Enfin, vraiment, on part et on est capable d'aider des gens qui n'ont jamais touché un ordinateur, voilà, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler notre... En fait, nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous importe prioritairement, c'est les compétences numériques du quotidien. C'est-à-dire ce qui est non qualifiant. C'est-à-dire on ne va pas former des gens à un métier, on ne va pas former des gens, par exemple, à Excel ou à PowerPoint. Ça, ce n'est pas notre rayon. Nous, c'est les usages numériques du quotidien. Voilà, pour Pendant un rendez-vous sur Doctolib. Par exemple, savoir utiliser un logiciel de mobilité, une application de mobilité, voilà, une application qui va accélérer son retour vers l'emploi, etc., etc. Voilà. Et donc, on trouve donc d'abord ce set de ressources pédagogiques sur les compétences numériques de base, qui est transversal. Et puis, progressivement, on s'est attelé aux sujets prioritaires, tels qu'on les évoquait. Voilà, des sujets de e-santé. Donc, Doctolib, évidemment, a été une collaboration with Itaca. Et donc, on trouve des contenus pour aider des gens à gagner leur autonomie sur Doctolib. Mais il en va de même de l'Emploi Store, qui est une application qui est délivrée par un service qui est délivré par Pôle emploi, dans lequel il y a énormément de ressources pour pouvoir accélérer, faciliter son accès à l'emploi. Voilà, on a travaillé aussi avec EDF autour de l'accès au chèque énergie, qui est devenu une procédure dématérialisée. Voilà, donc progressivement, on s'est attelé, on va dire, à tous ces enjeux numériques du quotidien, qui sont soit d'ailleurs des obligations, quand on parle d'accès aux droits ou quand on parle de déclaration d'impôts, soit qui sont des accélérateurs du quotidien. Et derrière chacun de ces contenus pédagogiques, il y a une trame, en fait, d'atelier, qui permet à un aidant débutant, et il y a beaucoup de bénévoles, et puis surtout, il y a beaucoup d'acteurs sociaux qui se sont lancés suite à la dématérialisation des services publics. Et donc, en gros, ils vont trouver, par-delà ces contenus, un moyen de les utiliser extrêmement simple, et aussi des contenus sur les bonnes postures. Voilà, donc ça, c'est le centre de ressources pédagogiques. Et puis, on a une deuxième activité qui est clé, qui est ce qu'on appelle l'animation de communauté. C'est-à-dire que tous nos utilisateurs, on s'est donné pour objectif de pouvoir les aider à renforcer leurs compétences quand ils veulent, gratuitement, sur les sujets qui les intéressent. Alors, comment ça se passe? C'est quand on s'inscrit sur la plateforme, on va décrire ces sujets d'intérêt. Donc, ce qui va nous permettre, nous, ensuite, de leur pousser des contenus pédagogiques dédiés, ou alors les ramener vers de l'animation. Donc, ça peut être des ateliers à 10 ou 15 personnes, là où on va faire travailler des gens. Je vais donner quelques exemples autour de comment faire un diagnostic de précarité numérique sans heurter la personne, comment je vais recruter ou former des bénévoles, comment je gère mon lieu, voilà, c'est quoi les mécanismes de financement, etc., etc. Donc, on a tout un programme d'animation en ligne qui peut être donc, des ateliers très pointus sur un sujet, comme des conférences avec des invités, on va dire, très experts, qui vont donner les clés des enjeux du numérique et de l'inclusion financière, ou les enjeux du numérique, la e-santé, ou donner des clés assez importantes sur des sujets comme la cybersécurité. Voilà. Et donc, sur cette plateforme, on a aussi l'opportunité, quasiment tous les jours, de s'inscrire à ce qu'on pourrait appeler vulgairement des formations. Alors évidemment, ce n'est pas un programme de formation de 50 heures ou de 100 heures, mais en tout cas à des séquences pédagogiques dans lesquelles on va être d'abord sensibilisé, puis mis en capacité. En capacité d'aider quelqu'un qui n'a pas les compétences. Et exactement, ou qui a besoin de renforcer ses compétences. On en est plus, heureusement, là aujourd'hui. Et tu me posais la question des résultats. Je pense qu'on peut se féliciter déjà du travail qui a été fait auprès du monde social, ce qu'on appelle, nous, les aidants, c'est-à-dire ces gens qui sont engagés dans de l'accompagnement numérique au quotidien. Aujourd'hui, il y a en France 13 000 organisations qui sont saisies de ce qu'on pourrait appeler l'application, voilà, les bons clics. Il y a plus de 60 000 aidants qui ont créé un compte au sein de ces 13 000 organisations. Voilà. Et on a annoncé ces dernières semaines qu'on avait... Grâce à cette plateforme, il y a plus d'1 million de personnes qui avaient pu être aidées ou accompagnées vers l'autonomie numérique. Voilà, donc, c'est ça, parce que donc, l'idée, c'est bien de les mettre en capacité de faire et non pas de faire à leur place, en fait. Ah, c'est exactement ça. En fait, alors, ça ne veut pas dire que le faire à leur place n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas faire. Non, mais voilà, je te pose cette question parce que hier soir, j'ai rempli la déclaration d'impôt de ma mère et du coup, je le fais à sa place. Mais ce qui fait que d'année en année, elle ne sait toujours pas le faire. Donc, l'idée, c'est peut-être plutôt de lui
apprendre à le faire. C'est ça. Et C'est en ça fait, l'idée des bons et clics. pour une partie des Français, qu'on chiffre probablement entre 6, 7, 8%, le sujet, c'est de faire avec. Faire avec, c'est Et ça. faire avec de manière durable et sécurisée. Voilà, donc, quelque part, et c'est vrai beaucoup dans les familles, avec les personnes les plus seniors, on fait à la place d'eux. Exactement, c'est pour ça que je te pose cette question. Voilà, C'est, donc, qui est un enjeu pour des gens qui auraient moins de famille et pour lesquels il faut trouver un référent solide, sérieux, compétent. Voilà. Et puis, il y a ceux qui ont les capacités, même s'ils sont débutants. Et là, à partir de ce moment-là, cette plateforme intervient. Et intervient maintenant de deux façons, c'est-à-dire donc, au travers de la démultiplication des capacités des aidants. Mais aujourd'hui, on a aussi un espace apprenant dans cette plateforme qui a deux objectifs prioritaires. Le premier, c'est d'aider quelque part à soulager le travail des formateurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait une séance de formation et ils peuvent ensuite retourner sur l'outil et continuer à s'entraîner. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a des personnes aussi plus autonomes qui, sur des sujets comme on l'évoquait, la e-parentalité ou la cybersécurité, eux ont besoin de s'informer. Ils sont capables de le faire en autonomie et ils vont trouver dans cette plateforme des moyens qu'on pourrait qualifier d'auto-apprentissage. D'accord, donc ça c'est très clair et ça c'était les bons clics. On va parler d'un autre programme que vous avez développé chez WeTakeCare qui s'appelle Click and Job, qui s'adresse aux jeunes et qui leur permet d'être accompagnés dans leur recherche d'emploi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Alors, il y a Click and Job et le Déclic, qui sont... Absolument, le Déclic, je l'ai gardé pour après. Voilà, qui sont deux autres plateformes, alors là, clairement au service de l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, Click and Job, c'est pareil, c'est un centre de ressources pédagogiques interactif, voilà, qui permet aux jeunes, en particulier qui n'ont pas les codes de l'emploi, pour plein de raisons, voilà, une famille qui ne peut pas les aider, ou un parcours scolaire qui a fait qu'ils ne sont pas arrivés au stade où on commence à vous aider, à vous former sur effectivement le lien au monde de l'entreprise. Et donc, dans cette plateforme, il y a des contenus pédagogiques voilà, qui permettent de découvrir des métiers, voilà, et puis se préparer à la candidature voilà, de manière interactive. Et cette plateforme a été très largement diffusée dans le monde des missions locales ou dans le monde de l'insertion professionnelle des jeunes. Donc on leur explique par exemple les codes pour passer un entretien, comment se comporter, exactement, la posture. Voilà, exactement, en posture d'entretien. Il y a une web-série qui a connu un vrai succès qui est dans cette plateforme, qui donne effectivement tous les codes de l'entretien, tous les codes de la recherche du travail, et puis aussi comment rédiger un CV. Ouais. Voilà, il y a même un générateur de CV au sein de cette plateforme, voilà, qui permet, même si on n'est pas un expert du traitement de texte ou si on fait encore quelques fautes d'orthographe, d'avoir un assistant qui le fait de manière on va dire, intelligente avec vous. Donc on va passer au Déclic qui est dans la continuité de ça. Le Déclic qui a été lancé en novembre 2020 et qui est la première plateforme de e-bénévolat pour les entreprises en France. C'est une plateforme qui met en lien des jeunes en insertion qui ont besoin le plus souvent de faire un CV et des salariés en entreprise. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? En fait, on utilise la puissance des réseaux sociaux pour aller chercher des jeunes qu'on peut qualifier de décrocheurs, d'invisibles. En fait, tous ces jeunes qui, par eux-mêmes, n'iront pas ou n'iront plus rentrer dans un guichet social qui est là pour les aider, pour plein de raisons. Parce qu'ils n'y ont pas trouvé leur compte, parce que le délai de prise en compte était parfois un peu long, parce qu'il y a une forme d'incompréhension. Puis il y a une forme d'acceptation aussi de ça, le constat qu'on est en difficulté, un constat évidemment terrible. Et donc, on utilise les réseaux sociaux pour aller les chercher, ce qu'on appelle dans le monde social le aller vers. Voilà. Et donc, on publie sur ces réseaux sociaux des capsules vidéo faites par des jeunes pour des jeunes, dans lesquelles on dit, en gros, t'en as marre d'être en galère. Et en un clic, depuis leur mobile, ils peuvent engager une conversation du type Messenger, du coup, avec un médiateur social chez nous, donc qui a été formé à ces techniques d'échange en ligne. Et là, il y a une magie qui s'opère, parce qu'en fait, comme c'est impersonnel, dans le fond, on ne se voit pas, c'est de la discussion. En fait, les jeunes se livrent et on arrive à faire des diagnostics assez précis des besoins. Et là, on a, pour schématiser, 3 types de parcours. Voilà, on a un parcours mentor, comme tu l'évoquais. Donc ça, c'est des jeunes près de l'emploi, proches de l'emploi. Donc, on va les mettre en lien avec des mentors du monde de l'entreprise
qui vont les aider à la préparation de l'entretien, rédiger un bon CV, voilà, faire le dernier kilomètre avec eux pour accélérer leur retour vers l'emploi. Et puis malheureusement, il y a des jeunes qui ont plus de difficultés. Je pense notamment à tout ce qui est les papiers, l'administratif. Et à ce moment-là, nous, on va l'opérer avec eux. Il y a aussi de l'information générale. Donc là, nos médiateurs vont dialoguer et les aider à résoudre des problématiques. Et enfin, il y a des jeunes qui ont des problématiques plus profondes et il faut opérer un raccrochage vers ce monde social, voilà, et quelque part les sécuriser dans le lien qu'ils peuvent avoir avec une organisation qui peut les aider parce que ça nécessite un travail dans le temps plus approfondi. Et donc, on fait du raccrochage avec le monde social. Ça peut aller de la mission locale à des choses qui peuvent être plus difficiles. Voilà, on a eu des cas de jeunes battus, évidemment de gens en situation de dépendance à la drogue, etc. etc. Et les mentors en entreprise, ils sont formés? Évidemment, ça ne s'improvise pas? Non, ça ne s'improvise pas. Donc, il y a un travail de mobilisation des entreprises. Voilà, SFR a été pionnier. De toute façon, on a développé, grâce à SFR, ce service. Et puis, progressivement, des entreprises, c'est vrai, plutôt de la tech, plutôt des cols blancs, voilà, qui trouvent quelque part leur bonheur avec ce bénévolat. Parce que c'est un bénévolat qui s'opère essentiellement en ligne, donc à distance. Flexible. C'est super flexible. On peut faire ça chez soi. Et c'est d'ailleurs souvent le soir, voilà, mais d'ailleurs que les jeunes sont disponibles et sont connectés. Ouais. Voilà, ça tombe bien. C'est aussi les heures à laquelle nos bénévoles ou nos mentors sont connectés. Et en fait, en très peu de temps, on rend des services assez cruciaux. Et du coup, on voit l'impact assez immédiatement de sa contribution. Et évidemment, c'est ça qu'on attend quand... et en termes de temps, du coup, la formation, c'est quoi? Quelques heures, une heure? C'est une demi-journée. Puis après, il y a des temps de rappel qui sont organisés à l'échelle des entreprises. Et pour aider un jeune à faire son CV, c'est assez rapide aussi? Pour aider un jeune à faire son CV, oui, c'est quelques heures. Après, il y a aussi des liens plus durables qui s'établissent. Voilà, on n'établit pas de règles. C'est aussi à chaque mentor de faire en fonction de sa sensibilité, de ses compétences et puis de ce qu'il pressent. Voilà. Et peut-être que le fait que ce ne soit pas très engageant au départ, en tous les cas, permet de s'investir plus facilement. On ne se dit pas je m'engage sur une année. Ou, voilà, parfois, il peut y avoir des freins comme ça. C'est ça. La contrainte, elle est chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous, il faut qu'on opère le matching le plus vite possible entre la demande et puis finalement le temps disponible de nos mentors. Ouais. Ça, c'est nous qui le gérons. Voilà, mais du coup, effectivement, il y a beaucoup de flexibilité pour les mentors, dans le fond, qui suivent en général 2 ou 3 jeunes, et ça leur prend 1, 2, 3 heures en fonction du temps qu'ils veulent bien y mettre. C'est très clair. Donc, on a évoqué l'ensemble des projets. Je voudrais qu'on parle un petit peu du rôle des entreprises. Tu le disais, SFR, c'est le soutien de la première heure. On parlait aussi de la Banque Postale, de Doctolib. Vous avez d'autres partenaires. Vous travaillez avec ces entreprises qui soutiennent vos projets. C'est un soutien financier, c'est aussi du mécénat de compétences. Comment ça se passe, ce travail conjoint avec les entreprises? Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance avec SFR d'attaquer du mécénat, ou en tout cas une collaboration entreprise-association sur un sujet qui est le métier. C'est-à-dire c'est le cœur de la compétence d'un opérateur, c'est de distribuer ou de mettre en capacité, dans le fond, des gens d'utiliser le numérique. Donc nous, on est le complément assez idéal, puisque en fait, l'opérateur propose des services. Il y a du temps d'accompagnement en agence, c'est ce qu'on appelle le parcours client, mais le parcours client, il est toujours chronométré dans le monde marchand. Ça veut dire qu'on a très peu de temps, dans le fond, pour s'assurer de l'appropriation ou de la compréhension générale et de l'outil et des connexions, et on va dire en général du quotidien de la vie des personnes. Voilà, même s'il y a quelques exceptions, je pense que dans le monde de la banque, il reste encore des relations dans le temps un peu plus longues, mais ça reste exceptionnel et ça se réduit aussi, ces temps-là, avec la numérisation des services. Donc, que ce soit MS Connect ou WeTakeCare, nous, on va faire ce travail d'évaluation du besoin personnel et puis passer le temps ou développer une offre complémentaire
Voilà, ça peut être du coup, quand c'est un équipement pas cher ou une connexion pas chère, ben, voilà, on s'adapte au budget de la personne. Et puis ensuite, on va lui donner les moyens ou l'associer en tout cas avec des ressources qui vont lui permettre, dans le temps disponible de la personne, voilà, et un peu sans compter. C'est pour ça que les bénévoles sont clés dans ces dispositifs, voilà, de l'accompagner vers l'autonomie. Donc voilà un bel exemple de complémentarité entre une entreprise qui a un objet, on va dire, marchand, assez classique, une stratégie RSE, et qui nous a aidés sur toute la chaîne de la valeur de l'association. C'est-à-dire, si on prend SFR, ils nous ont expliqué ce que c'était que le métier d'opérateur, parce qu'on est devenu quelque part opérateur à notre échelle. Voilà, donc je me rappelle qu'ils nous faisaient une veille, on faisait une veille avec eux sur les offres du marché, comment les analyser, les comparer pour pouvoir avoir on va dire un conseil de qualité. Mais SFR nous a aussi aidés sur l'aménagement, puisqu'en fait, SFR avait à l'époque des centaines de boutiques, et donc avait des services qui faisaient de l'aménagement de lieux. Donc, ils nous ont aussi aidés à comprendre comment on va le faire. Voilà, derrière ce sujet, il y a aussi des dimensions juridiques. On a travaillé avec la direction juridique. Il y a un sujet que tu connais bien. Il y a aussi tout ce qui est le travail avec les affaires publiques, c'est-à-dire en fait le lien, et notamment quand un opérateur telco fait du déploiement de la fibre, quelque part, il se rapproche là, très concrètement aussi du développement des usages. Et on travaillait main dans la main, ou on travaille d'ailleurs toujours main dans la main avec les affaires publiques pour que, quelque part, ce développement d'infrastructures soit conjugué avec le développement des usages. Et donc le secteur public a aussi sa place à prendre, parce qu'en fait, c'est quand même une politique publique, quelque part, de lutter contre l'exclusion numérique. Alors oui, et puis entre il y a 5 ans et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc oui, on peut dire que c'est rentré dans les politiques publiques. Dans tous les ministères aujourd'hui, je pense au ministère de l'Éducation, au ministère des Affaires sociales, et de la Santé. Et au sein du ministère du Travail en particulier, il y a aujourd'hui énormément de dispositifs qui viennent soutenir, on va dire, les enjeux d'inclusion numérique, voilà, associés à la grande précarité, associés au sujet de santé ou de e-santé, ou relatifs à faciliter l'accès à l'emploi de tous. Donc on a des collaborations extrêmement privilégiées. On a aussi eu des collaborations top avec les grands services sociaux de l'État. Voilà, je me souviens de l'ancien directeur de la CNAF, Daniel Lenoir, voilà, qui m'a vraiment ouvert les portes de la CAF, et il m'invitait dans les réunions des directeurs de CAF pour que je puisse vraiment saisir le besoin, les capacités, voilà, et puis aussi soutenir ces organisations dans leur montée en compétences sur comment ils peuvent être acteurs de ces sujets-là. Voilà, donc des collaborations publiques, privées, avec des élus, avec des hauts fonctionnaires, et évidemment avec le monde associatif. Et si une entreprise veut vous aider, puisqu'on a des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous aider ? D'abord, je pense prioritairement à toutes ces entreprises. Ce que j'appelle les services essentiels, c'est les services dont on a tous besoin. Voilà, une banque, une assurance, on a besoin de mobilité, voilà, on a besoin de soins, etc. Donc, ces acteurs-là, et puis après, il y a aussi, je pense aussi aux plateformes. Voilà, il y a plein de plateformes qui offrent des services et des produits qui sont souvent d'ailleurs à des coûts très attractifs, mais dont les clients sont très rarement ceux qu'on a le plus besoin. Tous ces gens-là, on peut les aider à réfléchir à comment, quelque part, rendre accessible à tous leurs services. Voilà. Ensuite, du coup, ils peuvent contribuer à enrichir, on peut enrichir ensemble les contenus. Ouais. Voilà. Et puis, voir comment on peut aller chercher ce public, client ou allocataire, si on parle d'un service public. Bon, là, on parle des entreprises. Donc, comment on va chercher ces clients, comment on les détecte, comment on détecte leur fragilité numérique. Et puis, comment est-ce qu'avec les forces vives de cette entreprise, et moi je pense encore aux guichets, voilà, évidemment il y a des plateformes, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont des guichets, et là on a des expériences géniales comme la Banque Postale, où on s'aperçoit qu'ensemble on est capable dans leur lieu de faire à minima le diagnostic de précarité numérique, de faire de l'orientation vers des lieux qui peuvent accompagner, mais très souvent ils organisent eux-mêmes le premier accompagnement, donc dans des délais qui doivent être courts, donc des gens ils peuvent traiter on va dire, les plus autonomes des fragiles. Voilà. Et puis ensuite, voir comment on peut trouver des accords avec des organisations de terrain qui peuvent former les gens sur
sur plus d'autonomie numérique avec plus de temps. Et les publics fragiles, peut-être qu'on peut en dire un mot, parce qu'on a parlé des seniors, on a parlé avant des jeunes. Finalement, il n'y a pas un profil type de la personne qui a des difficultés numériques. C'est assez... Il y a des masses. Il y a des masses. C'est évidemment les publics seniors et après 75 ans notamment. Évidemment, avec l'âge grandissant, on voit qu'il y a un déclin et de l'équipement et des usages. Voilà, donc c'est un public prioritaire. Voilà. Ensuite, il y a tous les gens en précarité sociale, parce que derrière l'autonomie numérique, il y a de la compétence et des moyens. Donc, c'est ce qui fait défaut en général aux gens en précarité. Et puis après, oui, il faut faire attention à certaines évidences et les jeunes. Oui, parce qu'on peut se dire que les jeunes, c'est instinctif et ils sont nés avec. Les jeunes sont nés avec, ils sont tous sur les réseaux sociaux. C'est pas pour ça qu'ils ont des usages numériques au service de ce qu'on pourrait qualifier de leur intégration, de leur développement personnel, ou vers le chemin par l'emploi, ou tout simplement être à jour on va dire, des obligations administratives qui sont aujourd'hui qui reposent aujourd'hui sur des actions dématérialisées. Je voudrais qu'on dise un mot d'un programme lancé par le gouvernement en 2021. C'est le programme des conseillers numériques qui a été lancé avec l'objectif de permettre à 8 millions de personnes en difficulté de se familiariser avec le numérique grâce à 20 000 aidants d'ici 2027. Est-ce que tu penses que ce plan sera suffisant pour relever le défi de l'inclusion numérique ? Disons que c'est un bon plan. Parce que mettre des conseillers, c'est exactement ce qu'on a fait en fait, en gros. Et d'avoir des conseillers dont c'est 100% l'objectif, c'est une très bonne idée. Ensuite, tout est dans l'exécution, comme d'habitude. Donc, faut recruter les bonnes personnes, il faut bien les former. Et ensuite, il faut bien les intégrer dans les bons dispositifs et sur, on va dire, une panoplie de sujets qui est quand même extrêmement divers. Et donc, on rentre dans la vie au sens très large. Voilà, être fort sur la e-santé ou sur l'emploi ou sur la mobilité ou sur le lien social et les enjeux des seniors, ça demande des compétences extrêmement diverses, d'où on va dire le gros travail d'intégration dans les territoires pour effectivement être aux bons endroits sur les sujets prioritaires en fonction de la population qui va vivre dans un territoire qui peut être très urbain ou très rural. Voilà, puis il y a un enjeu aussi de mobilité, parce que dès qu'on sort des centres urbains, il y a évidemment beaucoup moins d'infrastructures, de quelque nature qu'elles soient. Et c'est pour ça que je voulais dire peut-être un mot. Vous avez un bus itinérant chez We Take Care qui sillonne la France. C'est ça. On a une opération qu'on monte avec Huawei depuis 18 mois maintenant. Et donc, il s'agit... alors, c'est Huawei qui négocie avec les collectivités territoriales des parcours. Donc, on a fait l'Île-de-France, on a fait PACA. Aujourd'hui, on est dans l'Est. Voilà, donc on va dans des communes, ça peut être des métropoles, mais aussi ça peut être des métropoles ou des villes moyennes, voire des petites villes, si on s'en tient à la qualification des associations d'élus. Et là, en fait, on a tout un programme. Donc, quand on arrive, il y a un travail préparatoire. Donc, on va visiter l'ensemble des guichets qui peuvent prescrire ces publics. Et là, ça va de l'école, de la petite école, parce que finalement, la plus jeune personne qui est rentrée dans ce camion avait 3 ans. Ah oui. Ouais, c'était des 4 ans, peut-être j'exagère un peu, on va dire 4 ans ou 5 ans, en tout cas, qui étaient des jeunes scolaires. Là, c'était vraiment découvrir ce que c'est que le numérique. Voilà, puis il y avait, je crois que c'est 93 ans, la personne la plus âgée, ou 94 ans. Voilà. Et en fait, donc, il y a un parcours, il y a un programme, en général, on est là pour quelques semaines, mais il y a un programme hebdomadaire dans lequel on va travailler pour plein de natures de publics différents. Donc, il va y avoir un temps sur l'accès aux droits, un temps sur l'emploi, un temps sur la découverte du numérique pour des publics scolaires, un temps aussi ça peut être un temps aussi sur informatique et loisirs. Enfin, voilà, c'est numérique et loisirs. On bâtit le programme en fonction des collectivités dans lesquelles on vient et en fonction de la prescription des publics pour coller à leurs besoins. Alors, dernière question avant de passer à la séquence numéro 2, une question prospective. Comment est-ce que tu vois We Take Care d'ici 4-5 ans ? Quelle est ton ambition pour cette association ?
Mon ambition, ce serait il y en a plusieurs. La première, là, parce que c'est vraiment l'actualité, c'est de trouver des solutions d'auto-apprentissage. Voilà, c'est pour qu'on puisse former de manière très flexible un peu tout le monde sur des sujets. Je pense, je vais revenir sur mes sujets de cybersécurité, mais il y a aussi tout ce qui est l'éducation numérique citoyenne. Voilà. Puis tout simplement, je pense qu'on a besoin de comprendre dans quel monde on va. Il y a besoin d'une éducation générale. Je pense que ça, on doit pouvoir le faire en ligne et c'est un focus clé de l'association. Voilà. Puis on a beaucoup fait aussi par nous-mêmes. Et là, l'idée du grand portail Les Bons Clics, c'est qu'en fait, chaque organisation qui s'intéresse à l'action numérique puisse avoir son propre portail et les mettre en capacité pour faire cette animation de communauté. En gros, être en hyper proximité avec des partenaires. Voilà, puis après, ça nous intéresse d'aller aussi hors de France pour découvrir des organisations politiques différentes, des contextes aussi différents. Et voilà, c'est pour ça qu'on a un rêve d'aller aussi dans ce qu'on a déjà un peu accompli. Je pense à la Guadeloupe, pardon, merci. C'est d'aller dans des lieux aussi comme l'Afrique où il y a des problématiques plus radicales. Et en même temps, il n'y a pas de transformation à opérer, puisque rien n'existe. Et donc, il y a aussi une simplicité finalement de l'émergence du numérique. Et on voit qu'il y a sur le territoire africain, notamment, ou en Amérique du Sud, des innovations incroyables. Parce qu'il n'y a pas de frein lié à la transformation d'organisation, à la transformation de pratique. Voilà, c'est tout de suite une valeur ajoutée. Et on se rend compte qu'il peut y avoir des projets merveilleux qui s'opèrent avec peu de choses, mais qui ont très forte valeur ajoutée. Alors, on va passer à la séquence numéro 2 qui s'intitule du tac au tac. Il faut que tu choisisses entre deux choses et il est interdit de répondre les deux. Et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Douche, sans doute. Côte de bœuf ou tofu ? J'aurais dit ni l'un ni l'autre, mais tofu par conscience civique. Plage ou piscine ? Plage. Avion ou train ? Train. Arrondi en caisse ou pourboire ? Arrondi en caisse. Gourde ou bouteille d'eau ? Gourde, moi je suis cycliste, donc c'est mon ami depuis longtemps. D'accord. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Moi j'ai un goût pour le présentiel, mais je trouve que le distanciel, avec l'usage, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Est-ce que tu es plutôt livre ou liseuse ? Liseuse, j'ai les yeux qui sont moins performants. Et journaux papier ou tablette ? Tablette aussi, pour une question de vue qui baisse, malheureusement. Alors, on va passer à la troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la recommandation que tu donnerais à celles et ceux qui souhaitent s'engager en se lançant dans la création d'une association ou d'un projet à impact ? Je leur dirais que il ne faut surtout pas oublier qu'il s'agit d'entreprendre. Impact ou pas impact, il y a des bonnes pratiques. Voilà, donc, il faut maîtriser son sujet comme il faut maîtriser son marché quand on crée une entreprise. Il faut avoir un modèle économique, il faut avoir une équipe au carré, voilà, enthousiaste et moi j'ai une chance inouïe de ce point de vue-là. Et puis après, ce qui est singulier, c'est l'émotion. Voilà, le monde social où le monde a impact est évidemment très émotionnel. Il faut apprendre à le gérer. Donc ça peut prendre plein de formes. Ça peut être, des sujets de débat en interne, ça peut être des sujets de débat en externe aussi. On s'expose peut-être aussi à la critique, mais c'est peut-être la rançon du succès. Voilà, puis pas forcément attendre trop de choses. Peut-être des autres. Il faut faire avancer. Il faut faire avancer et surtout faire ce qu'on a envie de faire. Absolument. Je te rejoins totalement. Écoute, ce podcast touche à sa fin. Jean, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Très rapidement, en 1 minute, tu nous dis ce que tu veux nous dire. Nos auditeurs et nos auditrices sont tout oui. Non, mais j'aimerais faire passer un message positif. Je trouve qu'il manque de messages positifs. Et c'est vrai quand on parle d'économie sociale et solidaire, on dit souvent qu'il faut changer le monde. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours laissé un peu perplexe. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses super dans le monde d'aujourd'hui. Donc, peut-être faire des petits progrès et se réjouir de ces petits progrès.
Voilà, et puis c'est dans ce qu'on fait, dans le fond, au carrefour de relations entre justement ce monde public, privé, ce monde associatif. Voilà, on prend un plaisir dans une forme de concordance. Voilà, et on se rend compte qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant de pouvoir faire des choses ensemble avec des gens avec qui on ne partage pas tout, mais sur lesquels on a cette volonté commune. Et c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour ce message positif. Merci d'avoir accepté l'invitation. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Mathias Vichra, le directeur de Sciences Po. Merci beaucoup, Jean. Merci, Claire. Bonne journée à tous.